l'argumentaire j'ai fait un lapsus très intéressant en Ouais, disant la vous allez France dire la insoumise. France. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti. Hier, Bruno Retailleau pointait, je le cite, un islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres. Il parlait d'une menace très claire vis-à-vis de la République, une menace sur la cohésion nationale, une menace vraiment de submersion. Fin de citation. Est-ce que vous reprenez ce matin les mots de Bruno Retailleau ? Alors ici, il parle du rapport sur les frères musulmans. Ce rapport de 76 pages met en lumière la stratégie d'entrisme visant à instaurer progressivement un islamisme politique en France. Ce document, élaboré par 2 hauts fonctionnaires à partir de renseignements des services spécialisés, identifie 139 lieux de culte directement liés aux frères, auxquels s'ajoutent 68 autres considérés comme proches de la Fédération musulmane de France. Le rapport recense également 21 établissements scolaires affiliés à cette mouvance, dont 18 directement et 3 réputés proches, accueillant un total de 4000 élèves pour l'année en cours. Il souligne l'influence croissante de la prédication 2.0 sur les réseaux sociaux où les influenceurs diffusent les idées islamistes auprès des jeunes francophones européens. Face à la gravité des faits, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de formuler de nouvelles propositions d'ici début juin pour contrer cette menace, parmi lesquelles on envisage une meilleure coordination des services de renseignement et la création d'un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour faciliter les dissolutions et entraves administratives. Et M. Retailleau conclut en indiquant qu'il n'interdira pas les frères musulmans, et c'est un petit peu d'ailleurs le problème du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il pose des constats que tous les Français partagent, mais que dans les actes, il mène une politique contraire aux constats qui le dressent. Maintenant, sur le constat, je suis convaincu que protéger les Français de la menace islamiste, qui se diffuse dans tout notre pays, est peut-être l'un des défis les plus existentiels qui se posent à notre pays. Les frères musulmans, ce rapport le rappelle et nous le dénonçons depuis plusieurs années, mènent une stratégie d'entrisme dans la société française. Alors, petit apport historique. Le mouvement des frères musulmans est fondé en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna dans un contexte de quête de renouveau islamique après la chute du califat ottoman en 1924. Al-Banna prône un islam global mêlant la foi, la justice et la politique. Le mouvement se développe rapidement, comptant environ 500 000 membres à la fin des années 40. C'est ce que décrit Gilles Kepel dans son ouvrage Le prophète et Pharaon, avant d'être interdit après l'assassinat du premier ministre égyptien en 1948. Sous Nasser, les frères musulmans sont de nouveau interdits, 1954, accusés d'avoir tenté de l'assassiner. Après un retour progressif sous Sadat et Moubarak, ils deviennent la principale force d'opposition, remportent 20% des sièges au Parlement en 2005, puis les élections de 2011-2012, avec l'élection de Mohamed Morsi. Renversés par l'armée en 2013, ils sont qualifiés de terroristes en Égypte, Arabie Saoudite et Émirats, mais restent influents ailleurs, notamment au Qatar, en Turquie et dans certaines communautés musulmanes d'Europe. Et en l'occurrence, l'argumentaire j'ai fait un lapsus très intéressant en disant la France insoumise. Mais pour le coup, l'argumentaire des frères musulmans et la stratégie des frères musulmans, elle trouve au mot près. Pardon de revenir sur votre lapsus, mais... il est très intéressant parce qu'il se trouve pour vous, la France insoumise égale les frères musulmans. La stratégie des frères musulmans, elle trouve aujourd'hui un écho institutionnel auprès de la France insoumise qui reprend au mot près la stratégie de victimisation et de culpabilisation des frères musulmans. Je veux dire, quand on soutient les associations politico-religieuses, quand on soutient le CCIF, quand on soutient le Burkini, quand on soutient le port du voile dans l'espace public, quand on soutient le lycée Averroès à Lille, quand on se fait le porte-voix des thèses du Hamas en France en allant décrire ce mouvement mouvement terroriste comme un mouvement de résistance, c'était les mots de députés de la France insoumise, on est effectivement dans la roue de toutes les revendications politico-religieuses. Donc pour vous répondre... Oui, qu'est-ce qu'on fait surtout face à ce rapport, puisque vous dites Bruno Retailleau est limité, il déplore mais il ne fait rien, c'est ça? Si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous interdirons les frères musulmans. Comment est-ce que ça se passe au niveau légal? En France, la dissolution d'un mouvement comme les frères musulmans ou tout autre groupement de faits ou associations soupçonnés de troubler l'ordre public ou d'agir contre les intérêts fondamentaux de la nation repose sur le code de la sécurité intérieure, la loi de 1901 sur la liberté d'association
et la jurisprudence administrative. Le principal outil légal est l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet au Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Intérieur, de prononcer la dissolution administrative d'une association ou groupement de faits, notamment s'il participe à des actions armées ou violentes en vue de provoquer la terreur, ou encore porte atteinte à l'intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement. La décision est prise en Conseil des ministres, mais elle peut être contestée devant le Conseil d'État qui exerce un contrôle de proportionnalité. Ce fut le cas avec l'association La Défense collective dissoute en 2022, dont la dissolution a été partiellement annulée par le Conseil d'État. Aussi, le gouvernement il peut agir par extension contre des structures satellites en s'appuyant aussi sur la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat qui permet la dissolution pour atteinte grave à l'ordre public. Comment vous ferez pour interdire juridiquement une idéologie? Alors, nous ferons en France ce qui se fait dans beaucoup de pays, à commencer par des pays arabes ou des pays du Golfe. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que nous sommes beaucoup plus faibles en France à l'égard de l'idéologie islamiste que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Les frères musulmans, aux Émirats arabes unis par exemple, ou en Jordanie, et pour vous citer des pays un peu plus proches des nôtres sur le plan civilisationnel, je pourrais citer l'Autriche, sont considérés comme une organisation terroriste. Donc je souhaite, et nous le mettrons en œuvre demain si nous arrivons à la tête du pays, que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif. Il y a 139 mosquées radicales qui sont aujourd'hui aux mains des frères musulmans, il faut les fermer. Il faut dissoudre l'ensemble des associations ou des relais qui se font l'écho des thèses des frères musulmans. Ça a été pendant longtemps l'UOIF en France. Alors qu'est-ce que c'est l'UOIF? L'Union des organisations islamiques de France, fondée en 1983, est une fédération musulmane qui regroupe de nombreuses associations et mosquées en France. Se positionnant historiquement comme l'un des principaux acteurs de l'islam sunnite dans le pays, l'UOIF a été largement influencé par les frères musulmans. En 2015, l'UOIF revendiquait environ 250 associations affiliées. Ces associations gèrent des centaines de lieux de culte, des écoles confessionnelles et des instituts de formation pour imams, comme l'Institut européen des sciences humaines fondé en 1990, qui forme chaque année plusieurs dizaines d'imams et de cadres religieux. En matière de financement, l'UOIF a toujours refusé de publier ses comptes de manière détaillée, mais elle bénéficie, selon Le Monde en 2011, de dons privés, de recettes de ces événements et parfois de financements étrangers, notamment en provenance du Qatar dans les années 2000. En 2003, l'UOIF est devenu l'un des membres fondateurs du Conseil français du culte musulman, voulu par Nicolas Sarkozy. A noter qu'en 2021, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a exclu Musulmans de France du processus de refondation du CFCM dans le cadre de la Charte des principes de l'islam de France, considérant que l'organisation refusait d'adhérer pleinement aux valeurs de la République. Qui s'est renommé Musulmans de France, comme s'ils prenaient la voix et comme s'ils étaient le porte-voix de l'ensemble des Français de confession musulmane. Il faut expulser les imams étrangers qui prêchent la haine dans notre pays et il faut remettre en cause, madame, la convention fiscale avec le Qatar, qui est, nous le savons, l'un des premiers fournisseurs financiers des frères musulmans dans le monde. Les sources sont taries. Et qui, pendant très longtemps, par la mansuétude de la droite, par la convention fiscale qui a été mise en place avec cet État, a pu financer un certain nombre de programmes dans les banlieues qui ont étendu l'influence des frères musulmans dans notre pays. Et je vais vous dire, lutter contre l'islam radical et contre l'islam politique, c'est le meilleur moyen de protéger nos compatriotes de confession musulmane qui respectent nos lois, qui travaillent et qui respectent les valeurs de la République. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La convention fiscale entre la France et le Qatar, signée le 4 décembre 1990, est entrée en vigueur en février 1994, est un accord bilatéral visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale entre les deux pays. Concrètement, elle permet à une personne, physique ou morale, résidant fiscalement en France ou au Qatar, de ne pas être imposée deux fois sur les mêmes revenus, en répartissant les droits d'imposition selon la nature des revenus, dividendes, intérêts, redevances, salaires, etc., et le pays de source. Ce traité a suscité d'importantes controverses, notamment parce qu'il prévoit des exemptions fiscales particulièrement favorables aux investissements qataris en France,
en particulier sur les plus-values immobilières. Selon l'article 23 de cette convention, les entités qataries, comme les fonds souverains ou les sociétés immobilières, ne sont pas imposables en France sur les plus-values tirées de la vente d'immeubles, alors qu'un résident français est imposé à 19% sur les plus-values immobilières, majorées de prélèvements sociaux. Les entités qataries peuvent totalement y échapper. Cette convention a été renforcée par un protocole additionnel signé en janvier 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Selon un rapport du Sénat de 2013, les investissements qataris en France ont été estimés à plus de 20 milliards d'euros avec une croissance constante dans les années 2000, favorisée par le régime fiscal qui est donc attractif. À l'Assemblée cette semaine, Jordan Bardella, la proposition de loi pour un droit à l'aide à mourir. Récemment, au JDD, vous disiez votre opposition au texte dans des termes particulièrement forts. En réalité, il s'agit d'un basculement historique de notre droit, d'un tournant anthropologique majeur. Marine Le Pen a également indiqué mardi qu'à titre personnel, elle y était opposée. Sur le papier, vous dites laisser la liberté de vote à vos députés, mais finalement, il y a une ligne officielle au RN sur ce texte. Écoutez, sur les sujets de société, il est compliqué d'affirmer qu'il existe une vérité absolue. Moi, j'ai des convictions sur ce sujet. Je suis toujours très prudent quand je manie un sujet de société parce qu'il fait appel bien souvent à des expériences personnelles, à des convictions intimes. Et en l'occurrence ici, un texte qui questionne le rapport de chacun à la vie et le rapport de chacun à la mort. Ce texte m'apparaît être dangereux dans la mesure où il fragilise un équilibre français qui a été construit autour de la loi Leonetti et qui visait en même temps à refuser l'acharnement thérapeutique et en même temps à refuser toute forme d'euthanasie. Et cet équilibre français, c'est le soin palliatif. Il faudrait d'ailleurs parler de leur disparité. Actuellement, environ 7500 lits sont dédiés aux soins palliatifs à l'hôpital, soit environ 11 lits pour 100 000 habitants, répartis entre 1980 lits en unités de soins palliatifs, USP, et 5566 lits identifiés de soins palliatifs, LISP, au sein d'autres services hospitaliers. Cette répartition est inégale. En 2023, 21 départements ne disposaient d'aucun USP. Seulement 30% des patients ayant besoin de soins palliatifs y accèdent. Les besoins sont pourtant croissants, estimés entre 150 000 et 200 000 personnes par an, et devraient atteindre 470 000 d'ici 2045 en raison du vieillissement de la population. Face à ces défis, le gouvernement a annoncé en 2024 un investissement de 1,1 milliard d'euros sur 10 ans pour renforcer l'ordre de soins palliatifs avec pour objectif la création d'unités dans les départements qui ne sont pas dotés et le développement de la formation spécialisée. Et je dis qu'il n'y a pas plus antisocial que de renoncer à développer une politique publique qui s'appelle le palliatif, qui prévoit, y compris dans les maladies de Charcot, la possibilité d'une sédation lente et profonde. Et que, évidemment, et c'est ça que dissimule ce texte, donner la mort, ça coûte moins cher que de soigner. Or, quand un médecin prête serment ou quand un soignant s'engage dans la santé, ça n'est pas pour donner la mort, c'est pour soigner quoi qu'il en coûte et accompagner aussi dignement des gens qui sont en fin de vie. Je vois aussi la manière dont la gauche est en train d'extrémiser ce texte à l'Assemblée nationale jusqu'à créer un délit d'entrave à l'euthanasie. Et je considère encore une fois que là, on n'est plus sur un texte d'équilibre, on est sur un texte qui ouvre la porte à des dérives plus tard. Jordan Bardella, on est à 2 ans de l'élection présidentielle. L'appel de Marine Le Pen, ce sera dans 1 an. Vous allez faire quoi la prochaine année là ? Vous vous préparez à devenir Premier ministre, vous travaillez tous les jours, d'arrache-pied, matin, midi et soir. Vous préparez vos dossiers, vous allez à la rencontre des Français. Vous essayez de réfléchir à des propositions qui puissent permettre de répondre aux attentes du pays. Et nous le faisons avec Marine dans une très grande confiance, dans une très grande proximité. Et nous le faisons avec une très grande responsabilité parce que la réalité, c'est que nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Le Rassemblement national a réalisé plus d'un tiers des voix lors des élections européennes et des élections législatives. Et nous sommes aujourd'hui, dans tous les sondages, donnés non seulement en tête du premier tour de l'élection présidentielle, mais donné comme gagnant au second tour de l'élection présidentielle, que ce soit Marine Le Pen ou moi. Donc, alors, que disent les sondages à 2 ans de l'élection présidentielle de 2027 ? Au premier tour, avec des intentions de vote oscillant entre 30 et 31%, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont nettement en tête devant leurs concurrents. Édouard Philippe se positionne en 2e position avec environ 21% des intentions de vote, devançant d'autres candidats tels que Jean-Luc Mélenchon, 13%. Bruno Retailleau, récemment élu président des Républicains, est crédité de 16% des intentions de vote selon un sondage IFOP. Les projections pour le second tour indiquent un duel serré entre le candidat du RN et Édouard Philippe avec une avance potentielle
pour ce dernier, notamment face à Jordan Bardella. Nous avons une responsabilité qui est une responsabilité historique et nous allons utiliser ces précieux mois qui nous séparent de l'élection présidentielle pour travailler, pour nous préparer et pour permettre aux Français de renouer avec le fil de l'espoir, et nous préparons d'ores et déjà la Il y a un rival sérieux depuis 3 jours. Il s'appelle Bruno Retailleau, qui a largement gagné, ça vous fait sourire, qui a largement gagné Ça intéresse la nos présidentielle. auditeurs. Hein. Ouais. Ouais. Pensez-vous que vous avez une chance face à Monsieur Retailleau? C'est la question que vous pose Kwame. Non, mais vous savez, le chemin vers l'élection présidentielle, c'est un long chemin, et j'ai bien compris qu'on serait amené à commenter les déclarations de candidature des uns et des autres. Je pense Dominique que de Villepin dit, quand j'entends Bruno Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire la différence avec ce que dit le RN. oui, mais bon, ça c'est je veux dire, Monsieur de Villepin, il essaie d'exister aussi. En réalité, ce à quoi on a assisté il y a quelques jours avec l'élection de Monsieur Retailleau, c'est la première étape de la primaire macroniste. Que disent les derniers sondages concernant celui qui succédera à Emmanuel Macron? Selon le dernier sondage ELAB réalisé les 19 et 20 mai 2025 auprès de 1000 personnes, Édouard Philippe domine largement, plébiscité par 28% de l'ensemble des sondés, loin devant ses concurrents. Bruno Retailleau recueille 26%, Gabriel Attal 16%, Laurent Wauquiez 9%, Gérald Darmanin 9% et Valérie Pécresse n'apparaît même plus dans la sélection. Chez les participants du centre, Édouard Philippe écrase la concurrence avec 75% des intentions, contre seulement 26 pour Attal et 31 pour Retailleau. Lorsque l'échantillon est élargi aux participants d'ensemble et des Républicains, Édouard Philippe reste en tête à 55%, suivi par Retailleau 46% et Bertrand 17%. Chez les seuls sympathisants des Républicains, Retailleau s'impose avec 64% devant Philippe 31%, Bertrand 18% et Wauquiez 16%. Parce que lorsque Monsieur Retailleau dit, quand on lui demande de choisir entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, vers qui irait son cœur, il répond Édouard Philippe. Donc pour moi, tout est dit. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas naïfs et qui considèrent qu'on ne peut pas être ministre d'Emmanuel Macron en 2025 et être un homme de rupture. Donc c'est en réalité... Donc il vous fait pas peur? Non, c'est le retour des gens qui ne sont jamais partis. Je ne suis pas certain que les Français aient envie de voir au pouvoir Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, Monsieur Copé, Monsieur Barnier, qui vient d'être nommé président du Conseil national des Républicains. Et puis je vais vous dire, depuis 2017, en réalité, les Républicains, ils co-gèrent la France avec Emmanuel Macron. Ils ont fourni à Emmanuel Macron l'intégralité de ses ministres. Ils ont fourni à Emmanuel Macron des Premier ministre, et même Monsieur Wauquiez, qui n'est pas un ami politique, que je ne connais pas personnellement, lorsqu'il porte un regard sur Monsieur Retailleau, parle d'une droite diluée dans le macronisme. Et puis au-delà de la popole, il y a les faits. Et moi, je ne juge pas Monsieur Retailleau à ce qu'il dit, je le juge à ce qu'il fait. Et je note que depuis qu'il est ministre, il a été le ministre de la parole, des verbes, du constat que beaucoup de Français partagent. Il avait promis de remettre en cause la gratuité des soins aux clandestins, il ne l'a pas fait. Il avait promis d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices scolaires, il ne l'a pas fait. Il avait promis un référendum sur l'immigration, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Donc vous êtes très serein. Et encore une fois, face à Bruno Retailleau. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.